Bon lundi tout le monde, bienvenue à Sur la glace, édition du lundi 28 octobre, notre quatrième balado-diffusion de la saison sur la glace qui parle de hockey junior, de hockey de la Ligue américaine, des espoirs également qui gravitent autour du hockey. Je vais tout de suite commencer cette émission en saluant le premier but dans la Ligue nationale de l'ancien capitaine des Saguenay-Chicoutimi, Nicolas Roy, qui a marqué hier soir son premier filet en carrière dans l'uniforme des Golden Knights de Vegas, avec qui il disputait d'ailleurs son premier match, lui qui avait d'abord et avant tout fait partie de l'organisation des Hurricanes de la Caroline et qui a été échangé en début de saison, au cours de l'été en fait. Donc hier, il disputait son premier match à Vegas. Et c'est un premier but dans la Ligue nationale qui est spectaculaire. Il a vraiment passé à travers les deux défenseurs et a battu le gardien de but. Donc, un premier pour le joueur originaire de l'Abitibi. Cet ancien premier choix au total de la Ligue de hockey junior major du Québec en 2013. Donc, salutations à Nicolas Roy, qui a déjà d'ailleurs collaboré avec nous il y a 2 ans lorsqu'il jouait à Charlotte dans le cadre de notre balado-diffusion sur la glace. Alors, on le salue. Belle réussite. Le Canadien, non, ne l'avait pas repêché en fin de 3e ronde. On avait mieux Lucas Veidemo à l'époque. C'est une des sélections que je m'explique toujours mal du côté du Canadien. Je sais que des fois, on me dit je prends trop pour les Québécois, mais dans ce cas-là, en début de 4e ronde, Nicolas Roy a été repêché par la Caroline. Je pense pas qu'il y avait un gros risque à prendre pour le Canadien. On verra l'avenir. Évidemment, Lucas Veidemo qui joue avec le Rocket de Laval. Est-ce qu'il jouera un jour avec le Canadien? Pas certain, mais Nicolas Roy, lui, a joué et il a marqué son premier match. Parlant donc du Rocket, on voit des images pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent en vidéo. Le Rocket qui a disputé 3 matchs sur la route la semaine dernière, une défaite de 3-2 à Belleville, une défaite de 2-1. Ce sont les images que vous voyez, là, le but égalisateur marqué par Hartford avec 1 minute 38 à faire en 3e période. Encore une fois, on n'a pas été capable du côté du Rocket de garder cette avance-là. Ça s'est terminé avec une défaite en prolongation de 2-1. Et une victoire samedi contre les Bruins de Providence, 3-2. Le Rocket a 4 victoires cette saison en 10 matchs. 3 de ces 4 victoires ont été acquises contre les Bruins de Providence, 2 à Laval la semaine dernière et 1 à Providence en fin de semaine. Donc, pour le Rocket, on se retrouve présentement au 5e rang de la division Nord avec 9 points. C'est 2 de moins que les Monsters de Cleveland. Il faut se méfier également de Syracuse qui est derrière Laval. Et Syracuse a 3 matchs de moins de disputés. Il va falloir que le Rocket colle des victoires de façon plus soutenue. Quand on regarde les statistiques, 24 buts marqués en 10 matchs. Là-dessus, il y en a 9 qui ont été marqués en avantage numérique et 2 en désavantage numérique. Alors, si on retire ces 11 buts-là, le Rocket n'a marqué que 13 fois à 5 contre 5 en 10 minutes, en 10 matchs. C'est très peu. Les images que vous voyez présentement, là, toujours pour ceux qui nous regardent en vidéo, ce sont les images du match à Providence samedi. Moi, ce que je retiens aussi des 10 premiers matchs du Rocket, Joël Bouchard est allé avec un système d'alternance depuis le début de la saison. Un match avec Charlie Lindgren, un match avec Caden Primo, la recrue. Et forcé d'admettre qu'après 10 matchs, Primo a pris l'avantage. Les 2 gardiens ont joué 5 matchs. 3 des 4 victoires ont été acquises par Primo. La moyenne de Primo est de 1,99, celle de Lindgren à 2,95, donc un but de différence par match. Et c'est surtout au niveau du taux d'efficacité. 937 pour Primo, 885 pour Lindgren. Il est toujours dans le 880 et on le répète, c'est pas suffisant au niveau professionnel. D'ailleurs, même lui, je lisais ses propos samedi après le match. Je trouvais ça inacceptable d'avoir une seule victoire en 5 matchs. C'est pas qu'il ne joue pas bien, mais on dirait que le Rocket n'est pas capable de gagner lorsqu'il est devant le filet. Les victoires se font très rares. Donc, pour le Rocket cette semaine, ce qui s'en vient, c'est 3 matchs à la Place Belle. Mercredi et vendredi, à nouveau contre le Wolfpack de Hartford. On a l'impression qu'en ce début de saison, Laval joue contre les mêmes équipes très souvent. Donc, ce sera encore 2 matchs contre Hartford. Ça va en faire 3 sur 12. Il y en a déjà eu 3 contre Providence aussi, 2 contre Cleveland. Alors, on a affronté beaucoup les mêmes rivaux depuis le début de la saison. Le match de vendredi sera sur les ondes de RDS, vendredi le 1er novembre, donc en direct de la Place Belle. L'équipe d'RDS, on sera là pour le match du Rocket. Et la visite également samedi des Marlies de Toronto qui n'ont toujours pas perdu en temps réglementaire depuis le début de la saison. Donc, c'est la semaine qui attend le Rocket. 3 matchs en 4 jours. Faut souligner également, au cours du week-end, le retour au jeu de Noah Jolson. Je pense que ça a fait du bien. Il n'avait pas joué depuis le mois de décembre l'an dernier. Donc, Jolson a réintégré la brigade défensive. Donc là, on se retrouve avec 8 défenseurs du côté de Laval. Sklenishka et Lamarche ont été laissés de côté vendredi. Il y a Riley Barber également qui a subi une blessure dans le match de vendredi. Donc, il n'a pas joué samedi. Par contre, Michael McCarron a effectué un retour au
au jeu samedi à la suite de sa suspension. Même chose pour Matthew Pekka, qui lui est revenu à la suite de sa blessure. Donc, on verra comment l'alignement sera cette semaine pour les matchs. Mais chose certaine, c'est une bonne nouvelle d'avoir revu le Jolson dans le giron du Rocket. Donc, à surveiller cette semaine, c'est 3 matchs. Toujours dans la Ligue américaine, la semaine dernière, je vous en avais parlé, je me suis rendu à Syracuse pour assister à l'ouverture locale du Crunch. Ça se passait samedi dernier, donc le 19 octobre dernier. Syracuse qui a 3 victoires, 2 défaites et 2 matchs perdus en bris d'égalité depuis le début de la saison. Et Syracuse vit un phénomène un peu particulier cette année, c'est qu'il y a 3 Québécois qui se retrouvent derrière le banc d'équipe. Benoît Groulx était déjà là comme entraîneur-chef. Il en est à sa 4e saison. Gilles Bouchard, anciennement des Huskies de Rouyn-Noranda, a joint le Crunch de Syracuse l'an dernier. Et cette année, c'est Éric Veilleux qui s'est amené comme autre assistant de Benoît Groulx. Et on a réalisé une entrevue avec Éric Veilleux, entraîneur adjoint du Crunch de Syracuse. On lui a parlé évidemment là, de la transition, de revenir dans la Ligue américaine. Lui, il avait déjà été dans la Ligue américaine auparavant, notamment avec l'organisation des Ducks et de l'Avalanche du Colorado. Alors voici cet entretien qu'on vous propose avec Éric Veilleux. Premièrement, Éric, comment tu trouves la position que tu occupes à Syracuse maintenant avec Benoît Groulx et Gilles Bouchard? Ouais, c'est une position que j'avais déjà eue là, la première fois que j'étais parti du junior là, avec Anaheim. Et puis, sensiblement la même chose un petit peu. C'était Anaheim, je pense que j'avais le power play. Là, je m'occupe un petit peu plus du piqué. Gilles, de l'avantage numérique. Alors, pour ce qui est des tâches, c'est la même chose. Puis, c'est deux gars on se connaît quand même assez bien. Et puis, encore plus maintenant, je peux vous dire. Donc, non, ça va super bien. À la fin de la saison avec Halifax, pour toi, est-ce que c'était clair que tu voulais pas revenir, que tu voulais remonter dans la Ligue américaine? Comment ça s'est passé? Non, absolument pas. Quand j'ai signé à Halifax, là, v'là un an, j'avais dans l'idée de rester là-bas. Et puis quand le téléphone a sonné, j'ai commencé à penser un petit peu à le pour et le contre un petit peu de tout ça. Et puis je dois avouer que le fait que ce soit ici, avec ces gens-là, fait en sorte que ma décision a penché là, pour venir ici. Il y avait une bonne connexion déjà avant quand tu étais dans la Ligue avec Benoît Groulx? Oui, depuis qu'on a eu une petite chicane, comme on dit, en séries éliminatoires, là, je me souviens plus quelle année. Et puis, quelques mois après ça, on s'était reparlé, puis on se parlait quand même assez souvent là, au téléphone, là, pas de là, ça s'appelait toutes les semaines. Là, moi, je n'étais pas gérant général, j'étais seulement coach. Là, donc, on se donnait des coups de fil de temps à autre. Et puis, quand moi, j'étais dans la Ligue américaine, lui, il était junior, on se parlait, vice-versa, un petit peu. On a toujours gardé contact, là, parler de hockey, souvent comme ça. Il me disait un peu à la blague, mais un peu sérieusement aussi, qu'il avait demandé à son fils quel genre d'entraîneur tu étais l'année passée. Quand c'est venu le temps, êtes-vous un petit peu taquiné avec ça? On se taquine, c'est bien des affaires. C'est bien des affaires. Et puis, non, regarde, Ben, c'est facile à savoir quand tu joues contre un club, puis le coach est bien structuré, comment son club joue. Et puis, j'ai toujours aimé. Jouer à Gatineau, ça n'a jamais été vraiment facile. Là. Et puis, souvent, ben, l'entraîneur a beaucoup à faire là-dedans. Et puis, ça me donne la chance de voir un autre entraîneur-chef travailler. Et puis, regarde, jusqu'à maintenant, ça va super bien, j'apprécie. Puis, déjà, ça fait quoi, 2 mois qu'on a commencé. Puis, j'apprends une nouvelle façon, là, vraiment, une nouvelle approche à comment enseigner aux jeunes. Puis, extrêmement satisfait de la décision. 3 Québécois derrière le banc. On a vu ça avec l'organisation du Canadien quelquefois, mais de le voir avec une autre organisation que le Canadien, c'est un peu spécial. C'est quelque chose qui frappe un peu l'imaginaire de voir qu'une équipe de la Ligue nationale n'a pas peur des fois de faire confiance à des gars de chez nous. Non, c'est certain que nous autres, de notre côté, on pense vraiment pas à ça. Mais le monde de l'extérieur, probablement plus un petit peu. Tu me poses la question, puis regarde, depuis qu'on a commencé, c'est quelque chose que... On est dans le bureau en bas, on parle en anglais. On est toujours en anglais, à part quand des fois on va souper les 3 ensemble. Mais à part ça, là, tout se fait en anglais, puis je pense que les gens respectent ça aussi. Depuis Shawinigan, tu t'es quand même beaucoup promené. Là, je veux dire, Bécomo, la East Coast, à un certain moment, Norfolk, San Antonio, on revient à Halifax, à Syracuse. Est-ce que ça devient difficile un petit peu? Ah, regarde, on fait du hockey. On se lève le matin, on fait le travail qu'on aime.
Veux pas, on en mange au hockey. Puis il faut vraiment que tu aimes ça. Puis regarde, comme j'ai dit, je pense qu'on est vraiment des privilégiés des coachs dans le professionnel, il n'y en a pas des temps. Il y en a 31 dans la Ligue nationale. Le même nombre dans la Ligue américaine. Alors, quand tu fais le décompte, je pense qu'on peut se compter extrêmement chanceux. Tu le vois-tu comme un tremplin pour revenir comme entraîneur-chef dans cette ligue-là? Ou? Je pense pas à ça, pas en tout. Honnêtement, l'année a commencé. Ça a commencé rapidement. Puis ça roule. Fait que, moi, tout ce que je veux faire, c'est contribuer avec les autres entraîneurs à aider au succès du Lightning, du Syracuse. Et puis, ça a l'air bien cliché, là, mais vraiment, c'est vraiment ça. Je pense vraiment pas d'autre chose que ça. Est-ce que tu regardes un petit peu Halifax aller? Oui, j'ai regardé quelques matchs en début de saison. Ensuite, on t'a occupé un petit peu. Regardé un petit peu le match d'hier, Cap-Breton. C'est une ville que j'ai adorée. Que ce soit le staff, la ville, les partisans, les jeunes qu'on avait, la saison qu'on a eue. C'est une saison inoubliable, vraiment. Là. Et puis, regarde, malgré le fait que ça a duré seulement un an, il va toujours avoir une petite attache là, à Halifax, ça c'est sûr et certain. As-tu gardé avec le recul un goût amer du dernier match? Ou... J'essaie de pas trop y penser. Mettons. Ah ouais? Ouais, je m'en souviens. C'est pas obligé de me le rappeler. Non, c'est des gardes, c'est le hockey. Je pense que le fait qu'on... Oui, l'été est peut-être plus difficile. Une fois que la saison a commencé, tu coaches dans le junior, dans la Ligue américaine, honnêtement, ça roule tellement vite que tu y penses pas vraiment, à part quand un journaliste te pose la question. Merci, Eric. Merci. Ben oui, il y a un journaliste qui lui a ramené cette défaite en finale de la Coupe Memorial contre les Huskies de Rouyn-Noranda. Les Mooseheads d'Halifax qui sont dirigés cette année par Jean-Jacques Daigneault. 7 victoires, 7 défaites, une défaite en prix d'égalité pour les Mooseheads. Alors merci à Éric Veilleux pour cet entretien. De la Ligue américaine, on parle maintenant de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. À nouveau, cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai assisté personnellement à 3 matchs. J'ai vu Bécomo jouer à Québec mercredi. J'ai vu le duel Charlottetown-Boisbriand jeudi soir et le duel Rimouski-Shawinigan vendredi soir. D'ailleurs, parlant de Rimouski, on a subi la défaite 2 fois contre les Cataractes de Shawinigan en fin de semaine. 3 défaites de suite si on monte au match de mercredi dernier contre les Saguenay de Chicoutimi. Malgré tout, Rimouski, le gros trio, continue de produire des points. On est rendu à 107 points là, dans le cas de Lafrenière, Paré et Zavgorodny. Pour ce qui est de Cédric Paré, le 18 buts, il n'a pas marqué ses 2 derniers matchs, 18 buts en 16 matchs depuis le début de la saison. Il a déjà plus de buts que toute sa saison dernière. Et j'ai appris cette semaine, évidemment, il avait été repêché par les Bruins de Boston, n'a pas été mis sous contrat. On avait peut-être un petit peu peur de son coup de patin et tout ça. Il a participé au camp des Jets de Winnipeg. De ce que je comprends, il y a des équipes qui s'informent présentement de lui parce qu'il est joueur autonome de 20 ans, donc il peut signer avec n'importe laquelle des 31 organisations de la Ligue nationale. Alors, on verra si une équipe fera comme on a fait avec plusieurs autres joueurs de 20 ans au cours des dernières années dans la LHJMQ, c'est-à-dire lui offrir un contrat Ligue nationale. Le Phoenix de Sherbrooke a connu un très bon week-end sur les patinoires dans les Maritimes. Est allé chercher 5 points sur 6. Victoire à Saint-John et au Cap-Breton et une défaite en prolongation contre les Wildcats de Moncton. D'ailleurs, parlant des Wildcats de Moncton, tantôt, on va s'entretenir avec Jacob Pelletier. Les Wildcats qui vont très bien présentement. Sherbrooke et Moncton, peut-être en ce début de saison, là, les 2 meilleures équipes de la Ligue. Mais Sherbrooke est toujours au premier rang du classement général avec 13 victoires. Une seule défaite en temps réglementaire. Une défaite qui est survenue contre les Huskies de Rouyn-Noranda le 2 octobre dernier. Les Foreurs de Val-d'Or vont très bien également. 7 victoires en 8 matchs, dont 4 de suite à domicile. Ils ont notamment vaincu le Titan d'Acadie Batters 10-0 vendredi soir. Parlant du Titan, hier, malheureusement, là, pour le Titan, Mario Durocher et l'organisation, on a subi une 15e défaite de suite en début de saison, ce qui constitue un record de la Ligue junior majeure du Québec. 15 défaites pour amorcer la saison, c'est très difficile, évidemment. On va souhaiter pour le Titan d'Acadie Batters que cette mauvaise séquence se termine très, très bientôt. L'Armada va bien également, 4 victoires de suite. Je ne sais pas si vous avez vu le but marqué par Yaroslav Liachev à Chicoutimi hier, un but de la façon, comme on dit, Sidney Crosby, là, il a collé la rondelle sur sa palette et a surpris le gardien
des Saguenay-Chicoutimi par derrière. Daniel Maudy qui était devant le filet pour les Saguenayens. Donc, c'est tout un but. Si vous avez la chance d'aller sur les médias sociaux, sur le site de rds.ca, vous allez évidemment revoir ce but-là. Parlant des Saguenayens, on a perdu au cours des derniers jours notre collègue, d'une certaine façon, là, Hendrix Lapierre, qui a subi une commotion cérébrale. Hendrix qui va publier à nouveau un texte aujourd'hui là, qui nous relate sa commotion cérébrale qu'il a subie à Rimouski mercredi. Ça va bien pour lui, devrait probablement revenir au jeu au cours des prochains jours. Donc, c'est pas une commotion cérébrale très sérieuse, mais vous aurez l'occasion de lire le nouveau texte d'Hendrix Lapierre là, au cours de la journée de lundi. Ce sera placé sur le site rds.ca. Le Drakkar de Bécomo qui avait amorcé également sa saison, ses matchs précédents. 6 victoires, aucune défaite. Ça va un petit peu plus difficile pour le Drakkar. On va s'entretenir d'ailleurs avec l'entraîneur-chef John Goyens un petit peu plus tard au cours de notre balado-diffusion. Mais pour l'instant, j'ai envie qu'on aille faire un tour dans les Maritimes, à Moncton plus précisément, où nous attend Jacob Pelletier, choix de première ronde des Flames de Calgary. Salut Jacob, ça va bien? Ça va très bien, vous? Ben oui, ça va bien. Écoute, merci de prendre le temps de discuter avec nous. Je disais il y a quelques instants que les Wildcats de Moncton, là, c'est une des bonnes, sinon peut-être la meilleure équipe depuis le début de la saison. Vous n'êtes pas surpris, je pense, à Moncton de votre début de saison. Là, 12 victoires, 3 défaites. On s'attend à ça cette année à Moncton. Là. Non, exact. Puis, je pense qu'on avait une très bonne équipe. Puis, on a ajouté 2 excellents joueurs qui nous aident beaucoup. Donc, je pense que tout ça ensemble, je pense que ça fait qu'on va être une équipe très difficile à battre là, pour cette année. Tu parles évidemment du gardien Olivier Rodrigue. Vous avez ajouté le défenseur Anderson. La recrue Zachary Lheureux, je pense que c'est une belle surprise. Depuis le début de la saison, on se présente dans la Ligue à 16 ans là, et quand même un joueur dominant. Là. Oui, vraiment. Puis, je pense que c'est une surprise pour beaucoup de monde, mais pour nous, de la manière qu'il travaille en pratique puis en match, c'est pas vraiment une surprise. Je pense que c'est quand même un gros bonhomme pour 16 ans. Il s'en va se mettre au but, puis je pense que c'est là qu'il ramasse ses points. Là. Je parlais du duel que vous avez joué cette semaine contre le Phoenix de Sherbrooke qui vous a rendu visite. Vous avez gagné 4-3 en prolongation. Est-ce qu'avant le match, vous regardiez ce duel-là et vous disiez que c'est un bon test pour nous là, d'affronter peut-être une des meilleures équipes de l'autre association qu'on ne voit pas souvent? Oui, vraiment. Je pense que si tu veux être meilleur, je pense que tu vas battre les meilleures équipes. Puis c'est ça que Sherbrooke, je pense que c'est la meilleure équipe. Ils ont de très bons joueurs. Fait que, de pouvoir gagner contre Sherbrooke puis Halifax, je pense que c'est deux très grosses victoires pour nous là, en fin de semaine. Je regardais les statistiques, Jacob. 12 victoires, 3 défaites. Vous êtes parmi les meilleures équipes en avantage numérique, en désavantage numérique. Je ne sais pas si tu es au courant, mais vous êtes l'équipe la moins pénalisée de la Ligue également depuis le début de la saison. Est-ce que c'est quelque chose que l'entraîneur John Torricelli vous parle beaucoup, ça, au niveau de la discipline, des unités spéciales? Oui. Je pense qu'on veut rester à 5 contre 5. Je pense que on est quand même une très bonne équipe. Puis je pense qu'on va gagner la plupart de nos matchs à 5 contre 5. Puis dans le fond, les matchs qu'on a perdus ou qu'on a pensé pas se perdre, c'est quand on jouait en piqué la plupart du match. Fait que si on reste discipliné, je pense qu'il y a des bonnes choses qui peuvent arriver pour nous. En début de saison, vous avez perdu Jonathan Aspiro, qui est un défenseur de 20 ans qui devait revenir. On pensait que vous aviez perdu Jérémy McKenna également. Finalement, McKenna est revenu avec l'équipe. C'était quoi le sentiment là, au début quand on a vu la perte de ces deux bonhommes-là? Est-ce qu'on s'est dit, oups, peut-être faudrait rajuster les objectifs? Là, heureusement pour vous, McKenna est revenu, il apporte beaucoup. C'est un gars qui va aller chercher probablement pas loin de 90-100 points cette année. Mais la perte d'Aspiro, est-ce que ça s'est fait sentir beaucoup aussi? Je dirais que ça s'est fait sentir en début de saison, mais avec l'arrivée de Anderson, notre Européen, je pense que ça a comblé un peu ce manque-là. Je pense que c'est une très bonne job, mais c'est sûr que je vous dirais que ça paraît que Aspiro est parti. Là. OK. Écoute, la semaine prochaine, on va aller faire un tour du côté de Saint-John et Moncton, un peu comme j'en parlais avec Hendrix Lapierre la semaine passée. Tu as été sélectionné là, pour participer aux 2 matchs contre l'équipe russe. Il y a un de ces 2 matchs-là qui va avoir lieu dans ton amphithéâtre aussi à Moncton. Comment tu vois ces 2 matchs-là qui s'approchent pour toi, là, en vue évidemment d'une possible invitation là, pour le camp d'équipe Canada Junior? Là?
Ben, c'est sûr que je pense que c'est un showcase. T'as pas le choix de bien performer pour te faire inviter au vrai camp. Donc, je pense que je suis moins stressé qu'à l'an passé parce que je le sais un petit peu à quoi les matchs ils ressemblent. Mais c'est ça, je pense que je veux pas mal rester le même joueur puis le même gars. Fait que si je pense que je fais ça, il peut avoir des bonnes choses qui peuvent arriver. Jacob, tu as 18 ans. Samuel Poulin aussi a 18 ans. Les deux, vous n'avez pas été invités cet été au camp estival d'Équipe Canada Junior. On dit souvent que c'est un tournoi pour les joueurs de 19 ans, le championnat du monde junior, mais il y en a évidemment qui se taillent une place à 18 ans. Est-ce que pour toi, c'est un objectif ferme cette année là, de tout faire pour, comme on dit, peut-être faire oublier qu'on t'a pas invité cet été puis de me démontrer que tu as ta place là? Ben, c'est sûr. Je pense que c'est un des plus gros tournois au monde. C'est quand même... je veux dire, je pense qu'à chaque année, pas mal tout le monde écoute ça pendant le temps des fêtes. C'est une sorte de tradition. Donc, de pouvoir penser que je peux jouer puis que je peux représenter le Canada à un tournoi même, je pense que c'est très gros, là. En tout cas, si ce n'est pas cette année, évidemment, il y aura toujours l'an prochain, mais te connaissant puis connaissant un petit peu Samuel Poulin aussi, je pense que les deux, vous voulez essayer de démontrer que vous avez une place là cette année avec des bonhommes comme Alexis Lafrenière notamment, qui lui devrait avoir sa place sans problème. Dis-moi, je veux te parler un petit peu, vous avez joué 2 matchs contre Batters il n'y a pas tellement longtemps. Il y en a un notamment à Batters que vous tiriez de l'arrière 5-4 en fin de 3e. Vous avez égalé la marque, gagné en prolongation. Le Titan a 15 défaites de suite. Quand vous êtes sur la glace avec eux, les joueurs de l'autre côté, comment est-ce que vous sentez là, qu'ils sont un petit peu désespérés? Puis tout ça, je sais que vous les affrontez bientôt, encore une série aller-retour là, dans une dizaine de jours. On ne veut pas être la première équipe qui perd contre Batters non plus, j'imagine? Là? Non, c'est sûr, mais je pense que on les a pris à la légère, les matchs qu'on a joués contre eux, mais je pense qu'ils nous ont donné des bons matchs, pour être honnête. Je pense que leurs top joueurs ont très bien joué. Puis ça fait en sorte que ça a donné des matchs serrés, mais effectivement, je pense pas qu'on va être la première équipe à perdre. Je pense qu'on a beaucoup appris des matchs contre eux. Puis c'est sûr que faut être prêt là, pour les affronter. Bien, Jacob, merci d'avoir pris le temps ce matin de discuter avec nous. On va se voir la semaine prochaine lors des 2 matchs de la série CIBC contre l'équipe russe. Puis bonne continuité. Je pense que tu es au 15e rang des marqueurs de la Ligue présentement, puis ça se passe bien pour toi. Alors, le mot de Cambronne, puis on lâche pas pour toi avec les Wildcats. Merci beaucoup. Voilà donc Jacob Pelletier qui était notre invité des Wildcats de Moncton, une des bonnes équipes de la Ligue junior majeure du Québec en ce début de saison. 12 victoires, 3 défaites. Les Wildcats qui jouent de l'excellent hockey, qui ont notamment vaincu le Phoenix de Sherbrooke la semaine dernière, un gain de 4-3 en prolongation. Alexander Ovanov connaît aussi un excellent début de saison avec les Wildcats de Moncton. Pour poursuivre peut-être un peu notre tournée des équipes de la Ligue junior majeure du Québec, une blessure importante au cours de la dernière semaine également. Luca Cormier, le défenseur des Islanders de Charlottetown, qui va rater de 4 à 6 semaines, une blessure à un pied. Donc, ça compromet sa participation justement à la série CIBC la semaine prochaine. Défenseur de 17 ans de Charlottetown qui a inscrit 15 buts l'an passé à 16 ans. Une excellente saison qui est un espoir évidemment pour les recruteurs de la Ligue nationale. Il sera remplacé lors des matchs de la série CIBC par Christopher Merisier-Ortiz du Drakkar de Bécomo qui va s'ajouter donc à la formation déjà en place. Parlant du Drakkar de Bécomo, c'était l'équipe de l'heure, je dirais, pendant le calendrier des matchs préparatoires. La troupe de John Goyens, 6 victoires, aucune défaite pendant les matchs préparatoires. Ça roulait à un rythme d'enfer. Et lorsque la saison s'est amorcée, on dirait que pour le Drakkar, ça ne s'est pas écroulé peut-être autant que le Titan d'Acadie Batters, mais on s'est retrouvé rapidement là, avec un dossier déficitaire de 3 victoires, 10 défaites. Là, on a réussi à aller chercher 2 victoires au cours de la dernière semaine. J'ai assisté au match à Québec mercredi dernier où le Drakkar a semble-t-il joué. Je n'ai pas vu tous les matchs
semble-t-il, jouer son meilleur match de la saison. Un gain de 5-1 contre les Remparts de Québec. Le Drakkar qui s'embarque maintenant pour une séquence de 5 matchs à l'étranger, va notamment aller faire son petit pèlerinage annuel en Abitibi. Alors, avant le match de mercredi dernier à Québec, on a fait un brin de jasette avec le nouvel entraîneur-chef du Drakkar, John Goyens, qu'on a évidemment bien connu avec les Lions du Lac-Saint-Louis dans la Ligue Midget 3A. Goyens qui s'est amené à la barre du Drakkar, et je lui ai posé la question pour lancer l'entrevue. Quand vous avez vu votre fiche de 6-0 pendant les matchs préparatoires, j'imagine que tu t'attendais à un bon départ là, avec ton équipe. On écoute cette entrevue avec John Goyens. Écoute, je pense quand on a vu les matchs en concours, on avait tout gagné, on a scoré plusieurs buts. Il y avait un aspect offensif que ça cliquait entre les joueurs. Pas juste le fait qu'on a scoré plusieurs buts, mais la façon qu'on scorait, la façon qu'ils ont pris ça en main, de bouger la rondelle, un style que j'aime coacher. Et là, tout à coup, arrivé la saison régulière, c'est sûr que ça va être un niveau beaucoup plus élevé. En ce moment, c'est la lacune qu'on a en ce moment, la transition, et de continuer à mettre de la pression sur les autres équipes en zone offensive, qui rend certaines fois une grosse frustration pour plusieurs. Ça fait longtemps que tu étais dans le Midget 3A, ton nom circulait pour aller dans le junior majeur. Là, maintenant que tu y es depuis 10-12 matchs maintenant, est-ce que c'est ce que tu pensais que ce serait pour toi? Là? Oui. Je pense pas que je peux deviner c'était quoi le voyagement d'être l'entraîneur-chef de Bécomo, mais à la fin de la journée, le niveau, j'attendais ça. Le fait que tu n'es pas entouré des parents tout le temps, c'est vraiment du hockey à 100% du temps. Les difficultés, ça me dérange pas. Écoute, même avec les Lions, on a passé des moments difficiles. On a commencé des saisons 0-10-2 et rendu en finale. C'est pas quelque chose que je dis pour cette année, mais à la fin de la journée, le niveau, ça m'excite beaucoup. J'aime ça beaucoup. Et même si le fait qu'on n'a pas gagné beaucoup, ça me dérange pas trop. Les objectifs en début de saison, puis maintenant que tu as vu une douzaine de matchs, est-ce que tu les changes? À la base, notre structure, ça ne change pas beaucoup. C'est de vraiment être sûr que tout le monde est sur la même page. Tu as plusieurs joueurs qui viennent de différentes organisations, différents niveaux qui se ressemblent, qui arrivent ici et tout à coup, c'est comme comment mixer tout ça, comment peut-être casser un peu les aspects rigides qu'ils ont eu dans les autres niveaux ou avec les autres coachs. On voit certaines choses, je sais, c'est pas c'est pas dans les classements, on voit les changements ou le développement en ce moment, mais on voit certaines choses qu'on pense que ça va pas prendre beaucoup à casser la glace un peu. Et en même temps, une certaine blessure à 2 ou 3 joueurs clés, ça nous a fait mal pour un petit bout. L'association dans laquelle vous jouez est très, très forte. Il y a des bonnes équipes. Rimouski, les équipes des Maritimes, même Québec a un bon début de saison. Chicoutimi. Tout le monde regarde l'alignement du Drakkar puis se dit ils vont probablement être vendeurs à Noël. Il y a peut-être des vétérans qui vont partir. Est-ce que tu te prépares pour ça? Écoute, je sais que ça va pas être la première fois que je vais répondre à cette question. Ça fait pas partie de ma job. Ça, c'est vraiment notre DG, Pierre Rioux. On est en discussion en tout temps. À la fin de la journée, je peux juste coacher les gars que j'ai devant moi. Et tu sais, c'est vraiment un processus, et on doit juste faire face à les aspects difficiles qu'on prévoit en ce moment pour... T'sais, après Noël, on est mieux pour ça. On est mieux parce qu'on a fait face à la meilleure division. J'étais habitué à ça. Encore à Midget 3, je pense que notre division était toujours plus ou moins la plus forte. Et même si c'était dans le milieu du classement de notre division, on était toujours un des meilleurs après Noël. Et je pense qu'on soit des vendeurs ou non, ça va rendre le noyau de joueurs qui nous reste après Noël beaucoup plus fort. Et je pense que là, on va voir la vraie équipe. Tu as été engagé par un gars qui, quelques semaines après, n'était plus là. Comment ça s'est passé pour toi dans ta tête quand tout ça est arrivé? Quand tu regardes ça avec le recul, là, c'est Pierre Rioux, finalement, tu t'entends bien avec, de ce que je comprends, mais c'était pas évident, là? Non, absolument. C'était un été d'incertitude. C'est Steve qui m'engage. C'est Steve qui a vraiment tout géré le processus d'engagement avec moi. Après ça, on avait deux DG intérim. Et arrivé avec Pierre Rioux, c'était mon 4e boss en deux mois.
C'était des choses complètement hors de mon contrôle, mais avec Pierre-Yves, ça fait des années que même quand il travaillait avec Toronto, il venait toujours voir des matchs Midget 3. On s'entendait bien. Toujours des discussions à chaque année du hockey, du développement. Écoute, c'était vraiment beaucoup d'incertitudes. En plus, c'était moi qui pars tout seul, sans la famille. Et tu doutes certaines choses, mais à la fin de la journée, quand je suis arrivé ici et Pierre était engagé, on s'entend très bien. On travaille ensemble, on parle 5 fois par jour et on essaie de former un plan pour le futur. Merci, bonne chance. Merci. Alors voilà donc John Goyens, ancien entraîneur des Lions du Lac-Saint-Louis, nouvel entraîneur-chef du Drakkar de Baie-Comeau qui va probablement être une équipe là, qui va être, comme on le mentionnait, même si John n'a pas voulu s'avancer trop, là, va probablement mettre des bonhommes sur le marché à la période des fêtes. L'attaquant Gabriel Fortier, le défenseur Xavier Bouchard, fort probablement seront transigés. Pour revenir finalement sur le Titan d'Acadie Batters, on en a parlé un petit peu tantôt, là, 15 défaites de suite. Ça bat la marque de 14 revers en début de saison qu'avait établi les Voltigeurs de Drummondville en 89-90 et les Foreurs de Val-d'Or en 2008-2009. Les plus techniques, puristes, je dirais, m'ont mentionné avec raison d'ailleurs qu'une équipe de la LHJMQ a déjà perdu ses 17 premiers matchs, soit les Pioneers de Plattsburgh. Au milieu des années 80, la LHJMQ avait tenté une percée aux États-Unis avec les Pioneers de Plattsburgh qui avaient perdu leurs 17 premiers matchs. La différence, c'est qu'après 17 matchs, on avait fermé les portes à Plattsburgh. L'équipe avait été dissoute. Donc, on avait décidé de retirer toutes les statistiques qui avaient mis en vedette Plattsburgh en ce début de saison. Alors, tous les joueurs qui avaient marqué des buts dans les 17 premiers matchs contre les Pioneers, on leur a enlevé ces statistiques-là. On a effacé complètement Plattsburgh du livre de records. Mais dans les faits, ils avaient vraiment perdu leurs 17 premiers matchs de la saison. Ça se passait lors de la saison 84-85. Et pour l'histoire, mentionnons que John Torchetti, l'actuel entraîneur des Wildcats de Moncton, a joué quelques matchs pour les Pioneers de Plattsburgh à l'époque. Je me souviens d'en avoir déjà discuté avec lui. Ça lui avait procuré un grand sourire parce que, il faut le dire, à l'époque, je pense qu'on n'était pas prêt là, du côté de Plattsburgh à opérer une équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mais si vous fouillez dans les livres d'histoire et que vous allez regarder le repêchage de 84 des Pioneers de Plattsburgh, au lieu de réclamer des gars de Midget 3A du Québec, on repêchait que des Américains. Et si tous ces joueurs-là s'étaient présentés, les Pioneers auraient eu toute une équipe. Je me souviens qu'on avait sélectionné entre autres Brian Leach, mais qui n'est jamais venu jouer avec les Pioneers de Plattsburgh. Adam Creighton faisait partie également de ces joueurs-là. Alors, on repêchait des gros bonhommes, des gros noms des États-Unis, mais personne ne s'était présenté avec cette équipe, qui aura finalement été une triste histoire là, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc, le Titan, la bonne nouvelle dans leur cas, je dis ça, mais en même temps, c'est difficile à domicile aussi. Ils vont jouer 9 de leurs 12 prochains matchs à domicile, un endroit où ils n'ont pas gagné depuis le 5 octobre de 2018. Donc, ça fait 37 défaites de suite à la maison. Les prochains adversaires du Titan, vendredi et samedi, Halifax et Charlottetown. Halifax qui a 4 défaites de suite. Est-ce qu'on va se servir de ce match-là du côté du Titan pour finalement enregistrer une victoire? Mis à part 2 ou 3 matchs, le Titan a été dans le coup tout au long des 15 matchs de la saison. On a subi une défaite de 10-0 vendredi à Val-d'Or. Ça a été la pire. On en a perdu une 6-1 à Moncton et une autre 6-3 contre le Cap-Breton. Mais dans les 12 autres matchs, c'est des écarts d'un but ou 2 buts. On a échappé 5 matchs en bris d'égalité. Donc, il pourrait facilement avoir 3 ou 4 victoires à l'affiche du Titan. Mais malheureusement, c'est 15 défaites de suite. Et c'est surtout seulement 30 buts inscrits en 15 matchs. On a de la difficulté à marquer des buts. Un petit coup d'œil en Ontario et dans l'Ouest. En Ontario, je devais me rendre hier du côté d'Ottawa avec la visite du Sting de Sarnia. J'avais l'intention d'aller rencontrer Jacob Perreault qui évolue pour le Sting de Sarnia, qui est un espoir intéressant pour la séance de sélection de la Ligue nationale. Malheureusement, il a raté le voyage avec le Sting. Il a été malade. Donc, on n'a pas pu effectuer cette entrevue-là. Ce sera partie remise. On aura peut-être l'occasion à un certain moment de s'entretenir avec lui, peut-être au téléphone. Il connaît un début de saison quand même intéressant, Jacob Perreault, avec le Sting de Sarnia, qui avait perdu ses 7 premiers matchs en Ontario, qui a gagné les 5 suivants et qui a perdu contre Ottawa hier. Petite note également, dans la Ligue de l'Ouest, on s'est servi là, du match de la Ligue nationale samedi au Mosaic Stadium à Regina pour présenter un match de hockey junior également hier et 15 401 spectateurs ont assisté au duel entre les Hitmen de Calgary et les Pats de Regina. Donc, dans le cas de ce match-là, ça a attiré une bonne foule au Mosaic Stadium en Saskatchewan pour le duel
de la Ligue de l'Ouest. Vous mentionnez également que c'est en fin de semaine que débute, avant de parler du moins 17 ans, peut-être une petite note également sur Noah Dobson. Jeudi dernier, j'étais à Boisbriand, j'ai croisé Trent Klatt, recruteur en charge du recrutement amateur pour les Islanders de New York. On sait que Noah Dobson ne joue pas beaucoup avec les Islanders depuis le début de la saison, mais selon ce que j'ai pu apprendre à la lueur de la discussion également avec Mario Saracino, dépisteur au Québec pour les Islanders, pour l'instant, Dobson demeure dans le giron des Islanders. On n'entrevoit pas de retour dans les rangs juniors là, pour le défenseur qui a gagné la Coupe Memorial et avec Rouen Noranda et avec Bathurst au cours des 2 dernières années. Est-ce qu'on va faire un peu comme on a fait avec Maxime Comtois l'an dernier, étirer un petit peu, le renvoyer dans la Ligue américaine pour 2 semaines? Ça, on a droit dans le camp des Islanders, question de le remettre en forme. Peut-être le prêter à l'équipe Canada Junior par la suite. On verra. Pour l'instant, Dobson n'a joué que 2 matchs avec les Islanders de New York. Je veux vous parler également des espoirs du Canadien. Cole Caulfield a marqué son 7e but en 6 matchs en fin de semaine. Il a 7 buts et 2 passes pour 9 points en 6 matchs avec les Badgers de l'Université Wisconsin. Un autre qui connaît un bon début de saison parmi les espoirs du Canadien, c'est le défenseur Jordan Harris avec les Huskies de Northeastern. Il a 5 points en 6 matchs, un différentiel de +2. C'est un choix de 3e ronde du Canadien en 2018. Il en est à sa 2e saison avec les Huskies et c'en est un, c'est un Américain qui va frapper à la porte d'équipe États-Unis pour le championnat du monde junior de cette année, qui, rappelons-le, a lieu en République tchèque. Cole Fonstad, ça va bien également depuis la transaction qu'il a fait passer avec les Silver Tips de Everett. Il a 15 points en 12 matchs, dont 6 en 3 avec sa nouvelle équipe, lui qui a été échangé des Raiders de Prince-Albert il y a quelques temps. On n'en parle pas beaucoup également, mais Samuel Hood avec les Saguenay de Chicoutimi connaît un excellent début de saison. Il a obtenu un point dans chacun des matchs de l'équipe depuis le début de l'année. Ça roule bien pour Samuel Hood des Saguenayens de Chicoutimi. Du côté des moins de 17 ans, ben, ça commence, et je vais terminer là-dessus. Ça commence en fin de semaine, le défi mondial des moins de 17 ans. Ça se passe à Prince-Albert et à Swift Current dans l'Ouest. On avait annoncé il y a environ une dizaine de jours la liste des 66 joueurs qui participent au tournoi. Il y en a 17 de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui sont dans l'une ou l'autre des 3 équipes. Là, on a divisé les 3 équipes. Alors, peut-être rapidement vous dire, là, dans l'équipe Canada blanc, on va retrouver 6 joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Cette équipe-là sera dirigée par Sylvain Favreau, entraîneur adjoint des Moussets d'Halifax. Donc, Plendowski et Hines en défensive et à l'attaque, Kidney, Robida, Mianscum et Pellerin vont jouer pour l'équipe des Blancs. À souligner également 3 joueurs québécois qui sont dans cette équipe-là, qui évoluent dans la Ligue Midget 3A ou dans les écoles secondaires aux États-Unis. Le gardien William Rousseau, les défenseurs Charles-Alexis Legault et Guillaume Richard, donc vont faire partie de l'équipe des Blancs. Dans l'équipe des Rouges, on retrouve 5 joueurs de la Ligue junior majeure du Québec. Cette équipe-là sera dirigée par Martin Laperrière, entraîneur adjoint des Remparts de Québec. Donc, Joshua Roy, Zachary Bolduc, Nathan Gaucher, Olivier Nadeau et Jacob Gouby, le gardien de but plutôt des Islanders de Charlottetown. Il y a également le Québécois Jacob Guévin en défensive et l'attaquant Dovar Tinling qui vont jouer dans cette formation des Rouges. Et dans les Noirs, Steve Hartley est l'entraîneur adjoint de Jody Hall dans cette équipe-là. C'est peut-être sur papier l'équipe qui m'apparaît peut-être la plus solide. On a Zachary Lheureux, on en parlait tantôt avec Jacob Pelletier des Wildcats de Moncton et James Malatesta. Alors ça, c'est peut-être les 2 meilleurs recrues à l'attaque du côté de la Ligue junior majeure du Québec. Se retrouvent tous les 2 dans l'équipe des Noirs. Zach Dean, également des Olympiques de Gatineau, qui connaît des bons moments, est dans cette équipe-là. Shane Wright, le joueur de 15 ans à qui on a fait une permission spéciale, est dans cette formation-là aussi. Olivier Boutin en défensive. William Blackburn, le gardien des Élites de Jonquière, également dans cette formation-là. Ça va être intéressant. Donc, les 3 équipes du Canada qui vont rivaliser avec la Russie, la Suède, les États-Unis, la République tchèque et la Finlande lors de ce tournoi à 8 équipes qui commence en fin de semaine prochaine et dont on va vous présenter les demi-finales et finales dans 2 semaines. Donc, à surveiller, le défi mondial des moins de 17 ans, c'est la porte d'entrée, si on veut, pour le programme de hockey canadien. Bon, voilà ce qui complète cette édition de Sur la glace. Je vous rappelle les 3 matchs du Rocket cette semaine à la Place Belle. Mercredi, vendredi contre Hartford, samedi contre Toronto. Vendredi, toute l'équipe d'RDS sera là en direct pour le duel contre le club école des Rangers de New York. Merci à Roxane à la technique. Merci à Luc Dansereau à la coordination. Je remercie également mes invités, Jacob Pelletier des Wildcats de Moncton, l'entraîneur du Drakkar de Bécomo, John Goyens également, qui était avec nous, de même qu'Éric Veilleux, entraîneur adjoint du Crunch de Syracuse. Et je vous dis à la semaine prochaine.